Vous écoutez le podcast Abscisse. Bonjour et bienvenue, je suis Aurélie Giraud et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Abscisse pour la chronique mensuelle Isia s'engage. Isia, notre responsable soins et satisfaction client, est une passionnée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'explorer un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, le Pérou, un pays qu'elle connaît bien grâce à ses liens familiaux. Replaçons un peu les bases. Le Pérou est un pays d'Amérique latine, situé sur la côte ouest du continent. Sa superficie est d'environ 1,28 million de kilomètres carrés, ce qui en fait le troisième plus grand pays de la région. Le Pérou, c'est près de 32 millions d'habitants. C'est un pays riche en histoire et en culture. Les Incas, une civilisation précolombienne, ont laissé les traces importantes dans le pays. On se rappelle du célèbre Machu Picchu, la cité Inca située dans les Andes. Le pays a également connu une période coloniale espagnole qui a laissé sa marque sur l'architecture et la culture du pays. Après une période de violence dans les années 80-90, le Pérou a connu une période de croissance économique et de stabilité politique relative. Cependant, les récentes élections présidentielles et la crise politique qui en a découlé ont remis en question cette stabilité. Restez avec nous pour en savoir plus sur la crise politique au Pérou dans cet épisode spécial d'Isia s'engage. Bonjour Isia. Bonjour Aurélie. Nous voilà de retour et aujourd'hui on va toujours avec toi parler du Pérou. Tout à fait. Ton pays de cœur. Alors aujourd'hui ça va être un sujet un peu moins fun que le podcast précédent où tu nous as présenté des activités insolites à faire sur le territoire, sur le pays des Incas. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Vraiment, il y a des belles pépites. Non, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de quelque chose de plutôt sérieux. En ce moment et depuis un certain temps maintenant, au Pérou, il se passe des choses pas terribles en termes de manifestations et, parlons-le, de crise un peu politique. Le pouvoir en place est mis à mal et il se passe des choses un peu tristes. Aujourd'hui, ce podcast, il va nous permettre, en tout cas toi, tu vas aborder cette crise là-bas pour qu'on comprenne un petit peu ce qui s'y passe. Qu'on comprenne et puis qu'on l'apprenne, parce que j'avoue que moi, la politique au Pérou, j'étais loin en fait de la suivre, et donc c'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs aussi. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu moins léger que la dernière fois, mais c'est important d'en parler aussi. Moi, ce que je veux, c'est vous donner un peu un contexte parce que tout le monde n'en aura pas entendu parler, mais il y a quand même eu quelques articles dans les médias français. Et pour qu'on parle déjà du Pérou dans les médias français, c'est qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, au sein de l'entreprise, j'ai déjà été questionnée par un collègue, pas 50 000, je t'avoue, mais sur comment ça va au Pérou, voilà. Et puis d'autres personnes aussi dans mon entourage, des connaissances qui, quand ils nous croisent, nous demandent un peu ce qu'on en pense, qu'est-ce qui se passe. C'est un peu compliqué. Donc voilà, moi je vous amène un peu de contexte pour expliquer ce qui s'y passe. C'est important, effectivement. Sois la voix du Pérou aujourd'hui. Donc au Pérou, on parle de quoi ? On parle de manifestations qui ne s'arrêtent pas, on parle de violence, on parle de destitution de président, une partie du peuple qui est en colère, une autre qui est contre les manifestations, le gouvernement qui ferme un peu les yeux. Et Amnesty International, dans un de ses articles, dénonce de graves violations des droits humains. Donc, comment ça a commencé ? Ouais, on va reprendre un peu l'historique, tout à fait. J'essaye d'amener un petit peu de recul. Je suis à distance, on a déjà un peu de recul dans le temps, mais il n'y a toujours pas vraiment de solution, donc il y a peu de recul, mais je peux plus amener du contexte. Elle a commencé il y a combien de temps, cette Alors, ça a commenccommencé en décembre, mais justement, je vais revenir un petit peu avant encore. En décembre 2022 ? Décembre 2022, D'accord. Voilà. Donc, on est à plus de 3 mois maintenant. Je vais revenir encore un peu avant, plus de 4 mois même, pardon. Ça passe vite. Voilà, tout à fait, ça passe vite. Je vais revenir en juillet 2021. C'était les dernières élections au Pérou et donc c'est Pedro Castillo qui a été élu.
C'est une grande surprise politique. Il était inconnu complètement. Et puis, c'est des élections qui ont été assez fragmentées, plein de petits partis qui se tiraient dans les jambes. Et au final, lui qui ressort, issu du monde rural, andin, très éloigné de l'élite politique qui est normalement au pouvoir et qui vient des villes et principalement de Lima. C'est un instituteur syndicaliste et il a été élu en fait par le petit peuple, on va dire, les oubliés. En espagnol, on les appelle les campesinos indígenas, qui est traduit par paysans autochtones, les personnes les plus pauvres, on va dire, du pays. C'est peu fréquent. Donc, les présidents précédents n'étaient pas élus par ce type de population, habituellement ? Ils votent parce que de toute façon le vote au Pérou il est obligatoire, pas comme en France il est obligatoire, c'est-à-dire que tu ne votes pas, tu prends une amende. Oui, oui. D'accord. Donc c'est un autre contexte de vote, mais il n'y avait pas un candidat comme ça à chaque élection, ou alors qui est ressorti, ou alors il y était mais on n'en entendait pas parler. D'accord. Là ça a vraiment été le cas de Pedro Castillo jusqu'au dernier moment en fait, qu'il sorte pour le deuxième tour en fait, c'était la grande surprise. Ok, d'accord. Donc, il parle d'éradiquer la corruption, d'œuvrer pour la justice sociale. Mmh. Après... Ça, c'est ses jolis mots. C'est ses jolis mots. En vérité, voilà. Dans ses actes, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu ça, effectivement. Donc, après... Il rentre au gouvernement et face à lui, il a le Congrès. Donc, juste pour dire, le Congrès, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale chez nous. Ouais. Et eux, ils n'ont qu'une chambre parlementaire. Ils n'en ont pas deux comme nous. Donc, du coup, qui a un peu tous les pouvoirs, on va dire. Et ce Congrès-là, par contre, les élus du Congrès, c'est principalement, on représente cette élite un peu citadine. Voilà. Qui n'est pas du tout, enfin, qui ne le suit pas du tout. A priori, voilà, c'est pas de son parti. Et donc, effectivement, ils font tout pour ne pas le laisser gouverner. Forcément. Et voilà. Mais bon, alors, ce qui se passe, en restant factuel, ils ouvrent 6 enquêtes pour corruption présumée contre lui. Ah oui. Ils veulent le décrédibiliser, clairement. Mais dans les enquêtes, on voit bien qu'il n'est pas si blanc que ça. Effectivement, les beaux mots au départ, dès qu'il est président... on n'en entend plus parler. Ils n'ont pas tout à fait tort, finalement, de faire ces enquêtes. En tout cas, voilà, les enquêtes, il est nécessaire d'en ouvrir quelques-unes. Tout, je ne saurais pas dire, mais la justice montre qu'il y a des choses à dire. Certaines choses. Voilà, tout à fait. Après, il y a 3 tentatives de destitution par le Congrès. Et c'est la 3e qui lui sera fatale. Je vous raconte ça tout de suite. Je voulais juste revenir sur le fait qu'aussi, il contribue à augmenter, lui, l'instabilité politique, parce que donc il est resté un peu plus de 18 mois au pouvoir, et il a nommé plus de 80 ministres. D'accord. Il a changé ses ministres, mais tout le temps. Il y en a qui ne sont pas restés, il y en a, c'est lui qui les a enlevés. Il a changé ses gouvernements, il les a refait. Effectivement. Donc, aucune possibilité, finalement, de mettre en place quelque chose. C'est un peu le jeu de la chaise musicale. Bah oui, tu arrives à ton poste, soit tu restes pas, soit tu es éjecté, ou tu n'as même pas le temps de mettre quelque chose en place. Ou tu es dans la crainte de ne pas avoir le temps de faire quoi que ce soit avant d'être... Donc, ça a avancé sur rien. Justice sociale, il n'y a rien eu. Voilà, et pourtant, c'était les grands espoirs de ce peuple. Petit peuple dont on parlait, les oubliés. Voilà. Okay. Et puis, on parle d'instabilité aussi parce qu'en fait, depuis 5 ans, en fait, le Pérou, il a déjà passé au total 6 présidents. Oh. Ouais, dont 3 qui ont été destitués et donc, du coup, qui ont été... on parle d'autres... C'est leur vice-président qui a assumé le mandat. Ouais, voilà. Ah. C'est quand même bien le bazar. Ça dure combien de temps, un mandat présidentiel au Pérou ? Il me semble que c'est comme nous, 5 à vérifier. Et donc là, en 5 ans, 6 présidents. C'est compliqué, pas mal, effectivement, la politique au Pérou. Et encore mieux, pour terminer sur ce contexte, dans ces 6 présidents, ils sont tous soit en prison, soit en examen pour corruption, sauf un qui s'est suicidé quand la police était en train d'arriver chez lui pour l'arrêter pour corruption. Okay. Est-ce que le Pérou, c'est un pays qui a un taux fort de corruption ? Enfin, oui. C'est un pays, voilà. Oui. Je ne connais pas le contexte social au Pérou, mais effectivement, indépendamment de la politique, c'est un pays qui est assez compliqué à ce niveau-là. Bah oui, la corruption, elle est à tous les niveaux, en fait. Elle est dans les plus hautes sphères comme dans les plus basses, en fait. Donc, c'est vraiment un souci. Hein. Mais voilà, ce président qui venait, ils ont tous un peu ce discours
on va lutter contre la corruption. Et dès qu'ils y arrivent, dedans, ils y tombent, quoi. Oui, c'est ça. OK. Donc voilà, c'est assez compliqué de faire avancer le pays dans ces conditions-là. Dans ces conditions, tout à fait. Et donc là, on arrive à la date fatidique du 7 décembre 2022. Pedro Castillo, il est convoqué au Congrès pour voter sa destitution. Il décide de ne pas s'y présenter. À la place, il prend la parole de façon officielle. Okay. Et en tant que président, annonce une dissolution du Congrès. Vous voulez me destituer, je vous dissous. Okay. Et il s'accorde des pouvoirs assez spéciaux dans le cadre d'un gouvernement d'urgence exceptionnel. C'est quelque chose qui est possible. C'est pas très constitutionnel. En fait, c'est tagué d'auto-coup d'État, en fait. OK. C'est pas la première fois que ça arrive au Pérou, mais c'est tagué clairement d'auto-coup d'État. Okay. Il n'est pas suivi, par contre, pas du tout suivi, c'est-à-dire il n'est pas suivi par l'armée, donc si t'as pas l'armée derrière toi, tu fais rien, il peut pas imposer s'il n'est pas suivi, mais même par son propre camp, de toute façon. Donc le Congrès vote quand même sa destitution et il finit en prison. Ok. Il y est là encore en prison ? Il est encore en prison, oui, à vérifier. Ok. C'est alors Dina Boluarte, sa vice-présidente, qui le remplace. Alors, il y a une femme, première femme présidente du Pérou, et c'est pas spécialement une bonne nouvelle, malheureusement. Le fait qu'elle soit femme, mais que ce soit Dina Boluarte. Okay. Voilà, tout à fait. Donc, il est issu du même parti que lui. Mais quand elle arrive au Pérou, les personnes qui ont voté pour Castillo, ils sont pas spécialement contents parce que même si elle vient du même parti et elle est originaire aussi d'une région assez pauvre du Pérou, elle est avocate, elle est très éloignée maintenant de sa région d'origine, donc du coup elle représente plus le petit peuple et elle fait plutôt partie de l'élite maintenant. Donc il commence à se dire, à sortir dans la rue et dire... il y a soulèvement. Voilà, dire non, en fait, on n'est pas d'accord, on n'a pas voté pour elle et on veut pas la garder. Est-ce qu'il y a possibilité de faire autrement ? C'est-à-dire que là, le président est destitué, c'est la vice-présidente, c'est comme ça, c'est dans les règles constitutionnelles que ce soit la vice-présidente qui reprenne la présidence en cas de destitution. Oui, mais ce qui est réclamé en fait, c'est que les élections soient anticipées. Là, elle arrive et elle dit, j'assume le mandat jusqu'à la fin. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est non, on veut avoir des élections anticipées. Okay. Et donc, ils demandent ça. Ils demandent aussi la dissolution du Congrès, parce que comme je l'ai expliqué, ce Congrès, qui n'est pas représentatif d'une partie de la population, qui... Sur les derniers présidents, a mis pas mal de bâtons dans les roues. Enfin, voilà, compliqué de faire des choses aussi. Et donc, il y a de nombreuses grèves qui commencent à éclater, avec des routes bloquées, certains aéroports fermés. Le pays n'est pas complètement paralysé, mais ça devient un petit peu compliqué de se déplacer. Et c'est là que commence vraiment à se fragmenter le pays complètement, derrière des discours assez racistes et des violences policières. La population, comme j'en parlais tout à l'heure, plus citadine. Il faut savoir qu'au Pérou, il y a beaucoup de racisme entre les personnes andins, donc plutôt issues des Andes, plutôt de la communauté rurale. Oui, agricole. Voilà, et les personnes citadines principalement de la côte, Lima en particulier. Donc, entre eux-mêmes, c'est-à-dire parce que c'est des Péruviens tous. Oui, ils sont tous Péruviens. C'est juste des ethnies, on va dire, en fait, au sein du Pérou. Même pas des ethnies. Non, c'est juste une caste sociale, c'est-à-dire d'une caste à une autre, il y a du racisme. Oui, c'est un peu ethnique et un peu social, mais il n'y a plus vraiment des ethnies parce que c'est très mélangé. Le Pérou, depuis l'arrivée des Espagnols, il n'y a plus... oui, c'est pas ça qui fait que c'est vraiment juste niveau de hiérarchie sociale. Il y a quand même, c'est très, très raciste, le Pérou. Entre eux, en fait, ils sont très racistes et c'est assez compliqué de vivre là-bas avec ce racisme-là. Parfois, mais bon, il faut le savoir. Oui. Et donc, cette population un peu plus citadine et ce gouvernement commencent à criminaliser, en fait, la contestation. Ils prétendent... Alors, plusieurs choses, que les manifestants sont manipulés par des terroristes ou sont eux-mêmes terroristes. Alors, par terrorisme, il faut entendre, mais là, il faudrait un podcast entier pour en parler. Le terrorisme, du mouvement maoïste, du Sentier lumineux, qui a eu lieu entre les années 80 et 2000, qui a été mené le pays... Donc, au Pérou. Oui, au Pérou. Oui, c'est un mouvement, le Sentier lumineux, okay. Tout à fait. Ça a été un moment très, très compliqué pour... dans l'histoire pour le Pérou. Voilà, tout à fait. Et il y a
il y a une grosse partie de la population qui a beaucoup de mal avec, on va dire, l'extrême gauche, parce que pour eux, tout de suite, c'est des terroristes. En fait, ils ont cet ancrage historique. Voilà, tout à fait. Et puis, ils les traitent aussi bien de délinquants. Alors, oui, il y a des débordements. Oui, il y a des jets de pierre. Voilà. Il y a des destructions. Mais la réponse en face, et c'est ce qui est dénoncé par Amnesty International et par plusieurs médias français, internationaux, péruviens, c'est qu'il n'y a aucune mesure en fait en face. Juste pour ne pas entrer plus dans les détails, je vais vous donner quelques chiffres uniquement. Les chiffres. Depuis le début du mouvement social, 49 manifestants sont morts. Donc on rappelle que le début des manifestations a eu lieu au mois de décembre. Oui. Donc voilà. Ok. Et lors d'une manifestation à Puno, qui est une des villes andines du sud du Pérou, l'une des plus grandes, en un jour, 17 manifestants ont été tués par balle. D'accord. On parle de morts, on ne parle pas de blessés. Oui. Et à ce jour, le mouvement ne tarit pas, mais l'intensité a bien diminué. Il y a juste maintenant les familles des victimes qui réclament justice. Ok. On en est où du coup ? C'est toujours, j'ai perdu son nom, la vice-présidente Dina Boluarte. Excuse-moi pour la prononciation. Oui, Dina Boluarte, elle n'a pas vraiment prévu de partir pour l'instant. Elle est toujours en place. Voilà, et elle dit que elle n'a pas commandité autant de violence, que c'est pas de sa faute en fait. Elle ferme vraiment les yeux, elle se dédouane, c'est pas de sa faute. Puis pas elle, mais d'autres personnes du gouvernement disent que de toute façon ceux qui manifestent c'est que des ignorants, donc en gros ils n'ont pas vraiment envie de les écouter. Ok. Et là il y a, on n'en voit pas l'issue en fait, parce que même si elle démissionnait, ce serait pas suffisant. Ce qui réclame aussi la dissolution du Congrès. Enfin, le Congrès, il est élu par qui ? Par le peuple. Par le peuple, oui. D'accord. Au moment où ils votent pour les présidents, pour les présidentielles, ils votent aussi pour les membres du Congrès. Voilà. Ok, d'accord. Donc oui, il y a une dissolution le président est destitué, pas une dissolution, mais effectivement, ça pourrait être logique que dans la foulée, on remette en question également les membres du Congrès. C'est des questions politiques, c'est compliqué d'y répondre, mais en tout cas, voilà, ça c'est la situation dans laquelle se trouve le pays. Je ne veux pas vous dégoûter d'y aller ou vous faire peur, pas du tout, mais je veux surtout redonner du contexte et ne pas laisser sous silence ce qui s'y passe. C'est important, effectivement. Indépendamment de tout ça, du coup, ta famille, ça va bien là-bas ? Oui, ça va. Oui. Oui, ça va. Ils nous racontent que les villes, elles ont, il y a des rues un peu détruites, tout ça. Eux, ils sont loin ils sont pas engagés politiquement, donc ils sont pas dans les manifestations. Moi, ma famille, c'est plutôt, ils sont plutôt en ville. Donc, voilà. Mais faut faire un petit peu plus attention quand on sort en ce moment. Mais sinon, le pays continue de vivre. Ok. Bon, c'est ce qu'on lui souhaite à ce pays, de continuer de vivre et trouver une solution pour que les manifestations, ou en tout cas que tout ce syndrome-là puisse s'apaiser. Oui, voilà. Ce que je lui souhaite, c'est de l'apaisement et de la stabilité. En fait. C'est vraiment ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer d'avancer. Ok. Donc, je te remercie, Isia, pour ce podcast, pour toutes ces informations sur le Pérou et sur la vie actuelle là-bas. On leur souhaite, comme on disait tout à l'heure, de l'apaisement. Et puis à nous, on se dit à dans un mois pour le prochain rendez-vous Isia s'engage. Merci Aurélie et au mois prochain. Salut.